Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de notre balado Sortir du moule, où nous plongeons au cœur des débats et des innovations qui façonnent l'industrie des matériaux composites et du plastique. Aujourd'hui, nous avons un programme particulièrement riche et stimulant qui promet de vous offrir des perspectives nouvelles et approfondies sur des sujets d'actualité. Pour commencer, nous aurons l'honneur de recevoir M. Joseph Taillefer, auteur engagé et esprit critique du livre Plastic Bashing, l'Intox. Dans cet ouvrage, M. Taillefer défie les idées reçues et nous invite à reconsidérer notre vision du plastique, un matériau souvent décrié mais essentiel dans notre quotidien. Ensuite, nous vous proposerons une chronique exclusive sur les faits saillants du GEC World 2024, le rendez-vous incontestable de l'industrie des composites qui s'est tenu à Paris du 5 au 7 mars. De la transition énergétique aux innovations en matière de recyclage, en passant par les avancées technologiques telles que l'impression 3D et l'utilisation de matériaux biosourcés, nous couvrirons les moments forts et les découvertes qui marqueront l'avenir de l'industrie. Préparez-vous à être inspiré et informé car cet épisode promet de bousculer les idées reçues et de mettre en lumière les innovations qui dessinent l'avenir de l'industrie des matériaux composites et du plastique. Restez avec nous, nous plongerons au cœur de cette discussion captivante dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité très spécial, M. Joseph Taillefer, secrétaire général de Plastalliance, une organisation professionnelle patronale des filières des plastiques et des composites en France et auteur engagé du livre Plastic Bashing, l'Intox. À travers son livre, M. Taillefer nous invite à reconsidérer notre approche critique du plastique en mettant en lumière les idées reçues et en questionnant les réactions souvent émotionnelles que suscite ce matériau. Plastic Bashing, l'Intox ne se contente pas de défendre l'industrie du plastique, il cherche plutôt à équilibrer le débat en présentant les faits, les chiffres et en soulignant l'importance du plastique dans notre société moderne, tout en reconnaissant les défis environnementaux qu'il pose. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Alors, Monsieur Joseph Taillefer, bonjour et merci de participer à cet épisode de notre balado Sortir du moule. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, si vous permettez, on va commencer tout de suite en tombant dans le vif du sujet, afin de mettre les auditeurs de notre balado en contexte, surtout pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire votre livre. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de votre livre Plastic Bashing, l'Intox, et en précisant ce qui vous a inspiré, voire motivé à l'écrire? Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'ai rédigé, je pense que c'est le seul livre aujourd'hui sur le marché, au moins français, on va dire, sur ce thème, parce que c'est un livre qui défend, on va dire, le plastique et notre belle industrie plastique, notamment française, mais pas seulement, d'ailleurs, pas seulement. Euh, j'ai remarqué, on va dire, depuis ces dernières années, effectivement, qu'il y avait une attaque, on va dire, massive et vraiment concentrée de la part du gouvernement français contre, dans un premier temps, on va dire, les emballages plastiques, mais avec une attaque qui, on va dire, commence aujourd'hui, on commence à le voir, commence un petit peu à se propager même vers d'autres secteurs autres que l'emballage. Et ça a commencé depuis, on va dire, 2018. Hein. Donc c'est la fameuse année où les Chinois ont refusé, on va dire, de récupérer les déchets des pays occidentaux. Et il y a eu effectivement un électrochoc. Beaucoup de gens effectivement se sont rendus compte qu'il y avait peut-être des choses, des emballages plastiques qui n'étaient pas recyclés, qui étaient envoyés à l'étranger. Et en fait, dès 2018, il y a une grande campagne, on va dire, de plastic bashing effectivement a commencé au niveau de beaucoup de médias, du service public, sur Internet, et dans lequel il y avait effectivement une volonté de culpabiliser, on va dire, le consommateur en montrant, on va dire, des images effroyables, mais réelles, on va dire, d'animaux marins étouffés, de plages jonchées de plastique ou de fleuves complètement, on va dire, bouchés par des débris plastiques. Souvent d'ailleurs des images qui n'étaient pas européennes ni françaises, soit dit en passant. Et le gouvernement français, depuis à partir de la loi de 2020, la fameuse loi, ce qu'on appelle la fameuse loi AGEC, hein, donc contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, a mis en place, et c'est le premier pays et c'est le seul pays dans le monde qui a prévu un tel objectif, prévoit la fin des emballages plastiques à usage unique, quel qu'il soit, en 2040. Et donc, ça a été effectivement un grand tremblement de terre. Aujourd'hui, l'emballage représente 40% à peu près en termes de secteur d'activité au niveau du plastique. Le deuxième étant le bâtiment avec à peu près 20%, et l'automobile, on est à peu près à 10%.
Et donc nous, en tant qu'organisation, effectivement, on essaye de se battre, on essaye effectivement de se faire écouter, mais on se rend compte, par exemple, que les médias, beaucoup de médias refusent, on va dire, de nous recevoir, alors qu'ils donnent le micro sans aucun problème et sans contradiction et sans pouvoir, on va dire, débattre, à soit des associations environnementalistes, soit des personnes qui, on va dire, ont un intérêt, on va dire, plus ou moins caché à ce que l'industrie plastique française, on va dire, s'affaiblisse. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut prendre la plume ou plutôt le clavier pour répondre à un moment donné. Ce livre fait, on va dire, une revue un peu historique des commencements, on va dire, du plastique, on va dire, d'il y a quelques siècles même jusqu'à aujourd'hui, en parcourant, on va dire, l'ensemble, on va dire, des différents secteurs d'activité sur lesquels le plastique intervient. Ça veut dire pas partout, tout concrètement. Je pense que c'est le seul matériau d'ailleurs dont on peut se vanter qu'il est utilisé partout. Et donc, j'ai envie de dire, si je dois vous faire un résumé un petit peu du premier chapitre, c'est que quand vous en sortirez du premier chapitre, déjà, vous comprendrez qu'on ne peut pas se passer de plastique. Ça, c'est déjà la première chose que les gens vont comprendre, c'est qu'on est dans quelque chose qui a été, qui est vraiment le fruit de la science et le fruit de la recherche. Et par la suite, dans le livre, moi, j'expose en fait cette fameuse pollution. J'essaie effectivement de présenter et de regarder les faits et les chiffres, non pas en se basant sur des études de l'industrie pétrochimique ou plastique, mais de reprendre en fin de compte même les études d'ONG et de montrer, de dire, regardez, vous avez une ONG qui vous dit que la Méditerranée, quels sont les pays qui sont aujourd'hui responsables de la pollution dans la Méditerranée, quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer, quelles sont les solutions qui seraient efficaces. Et donc de regarder effectivement un petit peu les causes, que ce soit en termes géographiques, mais également en type de produits. Parce que souvent, on accuse les emballages plastiques, mais on a un peu tendance à oublier que les premières sources de microplastiques aujourd'hui, c'est les pneus, c'est les textiles, qui d'ailleurs ne sont pas tous, d'ailleurs, que c'est pas seulement que les textiles synthétiques. Les textiles naturels également sont une grande cause de microplastiques. Les filets de pêche, certains produits cosmétiques, des revêtements routiers. Donc quand on voit ça, on comprend qu'effectivement, on se dit qu'on a peut-être un petit peu ciblé, on va dire, une part de l'industrie plastique qui, en fin de compte, n'est pas responsable, on va dire, en tous les cas, d'une grande partie de cette pollution. Et par la suite, j'ai fait un comparatif un petit peu en ce que la France a fait jusqu'à présent, mais ce qu'elle prévoit de faire avec toutes les lois. Il y a eu plusieurs lois. Je vous ai parlé de la loi AGEC, vous avez une loi climat en 2021, vous avez le fameux concept 3R, on va dire, qui a été un petit peu créé par la France, 3R pour réduction, réemploi, recyclage, mais souvent c'est réduction, réduction, réduction quand on regarde un petit peu les faits. Et en fait, j'ai comparé ça avec ce que l'Union européenne en fait a fait jusqu'à présent et ce qu'elle prévoit de faire. Et c'est là où ça devient très intéressant. Et je le dis clairement dans le livre. Pour moi, actuellement, en France, on entend beaucoup de critiques sur l'Europe ou l'Union européenne. Et en l'occurrence, sur la partie de l'industrie plastique, l'Union européenne est exemplaire au niveau mondial. Je pense vraiment que l'Europe va vraiment devenir ce qu'on appelle un peu le hub mondial du plastique éco-conçu, parce que vous avez quand même des normes les plus poussées, les plus fortes, je pense au niveau mondial concernant le plastique et le contact alimentaire, chose que vous n'avez pas forcément, on va dire, dans d'autres pays. Vous avez, on va dire, différentes réglementations qui se sont succédées pour on va dire réduire ou en tous les cas sortir quelques types de plastique inutiles ou de produits plastiques inutiles. Je pourrais citer des pailles, je pourrais citer des touillettes ou des choses comme ça, qui à l'échelle de la France, en tous les cas pour nous la France, c'était des produits qui n'étaient pas vraiment fabriqués en France et qui venaient souvent d'Asie d'ailleurs. Donc c'était des produits, on va dire, que leur disparition n'a pas remis en cause notre industrie au niveau local. Et actuellement, vous avez l'Union européenne qui est en train de travailler sur toute la réglementation qui va se mettre en place pour les 20 ou 30 prochaines années sur justement les emballages plastiques. Et quand on regarde cette réglementation, il y a nulle part où il est indiqué dans les projets comme quoi il y aura plus de plastique à usage unique ou d'emballage plastique à usage unique en 2040, en 2050 ou en 2060. Ils n'en parlent pas. Au contraire, on est dans une volonté de vouloir développer le recyclage, de développer l'éco-conception, de développer la recyclabilité. Et en fait, tous les pays européens sont dans cette dynamique. Moi, je vais très souvent
à Bruxelles et je vois un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de la France. Et je vois de l'autre côté la France qui, elle, en fait, fait un petit peu bande à part, fait ce qu'on appelle un peu de la surtransposition, c'est-à-dire elle essaye de laver plus blanc que blanc ou plus vert que vert, et elle adopte, on va dire, des mesures que même l'Union européenne n'a pas exigées. Et donc, le danger, moi, que je vois pour notre industrie, je ne vois pas la disparition du plastique en France, jamais. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est de ne plus avoir, on va dire, de plastique français. C'est surtout ça qui m'inquiète, et c'est pour ça aussi que ce livre a été rédigé. D'ailleurs, le Plastic Bashing l'Intox, le plastique est écrit QUE, et pas IC en version anglo-saxonne, parce que justement, on est dans un plastic bashing vraiment très franco-français, quoi. Et donc, en fait, ce livre est un signal d'alarme pour notamment pour les décideurs, pour les politiques, pour qu'ils évitent de refaire des erreurs qu'ils ont pu faire, notamment par exemple avec l'industrie nucléaire à une époque, parce que ce qu'on vit actuellement en France avec le plastique, en termes, on va dire, de bashing, j'ai envie de dire, on est au même niveau que le nucléaire il y a 20 ans, quoi. Il y a 20 ans, on disait que le nucléaire était l'énergie du passé, que le nucléaire c'était has-been, que le nucléaire c'était un problème de déchets mal gérés, que le nucléaire c'était dangereux. On montrait des images de catastrophes qui choquaient tout le monde. On va dire que ce sont les mêmes procédés et parfois d'ailleurs avec les mêmes organisations. Parfois d'ailleurs, on retrouve parfois les mêmes qui se succèdent. Et donc là, en l'occurrence, c'est effectivement pour alerter, mais aussi, et ça c'est je pense peut-être même le plus important, c'est de proposer les solutions qui, en fin de compte, n'ont jamais été mises en place pour répondre au problème de la pollution plastique. Et vous le savez mieux que nous, vous allez avoir la chance d'avoir du côté du Canada la future étape du traité mondial sur la pollution plastique qui va faire une étape chez vous. Et effectivement, on est dans un problème qui est effectivement mondial, donc il faut des solutions mondiales. Et donc ce livre propose aussi, on va dire, des solutions, pas seulement, on va dire, pour la France, mais d'une manière générale au niveau international, avec des actions qui jusqu'à présent n'ont pas été menées, mais qui, si elles étaient menées, permettraient réellement de faire baisser vraiment cette pollution pour la réduire au minimum. Puis vous mentionnez tout à l'heure justement plastique QUE et non pas plastique IC, parce que c'est vraiment une notion là, de bashing en français. Mais est-ce que vous voyez justement une dichotomie avec les cultures justement anglophones ou anglo-saxonnes et autres? Comment vous voyez au niveau mondial justement ce bashing du plastique-là? Comment ça se distingue? Parce qu'effectivement, on voit quand on va aux États-Unis, entre autres et autres, sont beaucoup moins en mode bashing que nous, on peut l'être même au Québec ou en France. Ah bah même en Allemagne ou même en Espagne ou en Italie. Je vais vous prendre l'exemple de la Belgique. La Belgique, ils avaient l'intention tout récemment de mettre un projet de copier en fait la France sur une des mesures que la France a été la première à mettre en place au monde, c'est-à-dire la restriction ou la diminution de type de fruits et légumes qui pourraient avoir un emballage plastique. Là aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2024, vous avez un certain nombre de fruits et légumes qui aujourd'hui ne peuvent plus être protégés par un emballage plastique. La Belgique voulait faire pareil. Ils se sont retrouvés et ils sont revenus sur cette décision parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que ça allait être une atteinte au marché intérieur européen et qu'en fin de compte, leurs producteurs de fruits et légumes n'étaient pas très heureux de cette situation, vu les surcoûts effectivement que ça peut engendrer. Moi, je regarde quand même ce qui se passe à l'étranger. Je vois aussi que pas au Canada ou même dans d'autres pays, il y a parfois effectivement des annonces. On dit voilà, on veut interdire des produits à usage unique ou on a interdit des produits à usage unique, etc., etc. Mais quand on regarde un petit peu ce qui a été annoncé, ce qui est annoncé, on n'est pas dans une interdiction généralisée, globale de tous les produits. C'est souvent, on va dire, des produits à faible valeur ajoutée et qui, en l'occurrence, on va dire, ont peu d'impact. J'ai cité les pailles, les touillettes, vous avez les piques à steak, vous avez des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est des choses, je pense qu'on peut s'en passer et même j'ai même envie de dire, est-ce que ça vaut le coup même de le remplacer par autre chose? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une paille maintenant en papier pour remplacer une paille en plastique? Je veux dire, si je préfère le goût de la paille en plastique que le goût de la paille en papier pour ceux qui ont essayé les deux. Ah, entièrement d'accord, c'est une catastrophe. Et surtout, même en termes on va dire de produits chimiques qui sont dessus, actuellement il y a un certain nombre de scandales qui commencent un petit peu à sortir en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, mais dans lesquels on se rend compte que certains produits à base de papier ou de carton ont été, on va dire, enduits de ce qu'on appelle des PFAS, des perfluorés, des produits perfluorés pour les rendre, on va dire, étanches, et notamment aussi dans les fast-foods, des choses comme ça. Et effectivement, on
on se rend compte que un carton aujourd'hui ou un papier n'est pas étanche par nature et que s'il l'est, soit il y a dans le meilleur des cas une couche de polyéthylène ou de plastique qui permet effectivement un petit peu de l'isoler, ou soit il y a autre chose. Et c'est un peu le saut dans l'inconnu. De manière globale et générale, même en Allemagne, aujourd'hui, il n'y a pas, on va dire, un plastic bashing comme il y a même pas, je vois même pas d'ailleurs de plastic bashing comme on peut avoir en France. Pour vous dire un petit peu le niveau où ça va, par exemple, vous avez aujourd'hui 16 pays européens qui ont mis en place la consigne pour les bouteilles en plastique. Vous avez quand même 16 pays. Les derniers, je crois, c'est la Hongrie et la Roumanie. L'Allemagne, ça fait depuis les années 90 qu'ils y sont. Et la France refuse de mettre en place la consigne. Il y a plusieurs raisons, mais pour certains, c'est si vous mettez en place la consigne, ça va améliorer le recyclage, donc ça va améliorer le nombre de bouteilles encore qui vont être sur le marché. Donc c'est la logique, elle est là. Donc pour eux, comme ça va d'une certaine manière protéger effectivement la bouteille plastique parce qu'elle sera très bien recyclée et très bien collectée, donc on ne pourra plus reprocher une mauvaise collecte, on ne veut pas la mettre en place. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Et aujourd'hui, on est en train de prendre du retard et avec les objectifs européens qui vont arriver d'incorporation quand même à des échelles qui peuvent monter très très haut de plastique recyclé dans les emballages, il va y avoir, on va dire, une course et une guerre à la matière plastique recyclée. Et aujourd'hui, en France, déjà, on a des difficultés à avoir déjà du gisement, même pour nous-mêmes, on est de qualité, j'ai envie de dire. On est obligé d'aller les chercher parfois aux Pays-Bas, en Belgique ou en Allemagne. Dès que la réglementation sera la même pour tous les pays européens, et y compris d'ailleurs pour ceux qui voudront importer sur le sol européen des emballages ou des produits qui rentreraient dans ce cadre-là, ils devront contenir également le même seuil. En l'occurrence, ça va être un peu chacun pour soi. Et il faut absolument aujourd'hui se mettre en ordre de marche pour développer le recyclage parce qu'on est aujourd'hui en France l'avant-dernier européen dans le recyclage des emballages plastiques. Donc on donne des leçons au monde entier, mais on est quand même un pays dans lequel il y a 23% de recyclage des emballages, que les pots de yaourt en polystyrène sont envoyés en Espagne et en Belgique pour être recyclés, et dans lequel vous avez un pays dans lequel vous avez plus de 30% d'enfouissement. Et le reste, c'est de l'incinération. Donc, c'est quand même assez incroyable de voir que le pays qui se prétend être un peu à l'avant-garde de l'écologie en tapant, on va dire, sur les emballages plastiques à usage unique, en fin de compte, n'arrive pas à enrayer l'enfouissement, n'arrive pas à diminuer l'incinération et dépend, on va dire, d'autres pays pour recycler certains emballages. Si vous permettez, je vais lire un extrait de la conclusion, une citation que vous avez dans la conclusion de votre livre qui est très intéressante. Ça se dit comme suit. « Quand ils sont venus chercher les plastiques, je n'ai rien dit, je ne fabriquais pas de plastique. Quand ils sont venus chercher les avions, je n'ai rien dit, je ne fabriquais pas d'avions. Quand ils sont venus chercher le ciment et l'acier, je n'ai rien dit, je ne fabriquais ni un ni l'autre. Quand ils sont venus chercher les jeux vidéo, je n'ai rien dit, car je n'en produis pas. Quand ils sont venus chercher mon industrie, il ne restait plus personne pour protester. » Si on avait à parler aux chefs d'entreprise, aux chercheurs, aux travailleurs, aux intervenants en développement économique, voire même les politiciens et la population, comment ces personnes-là peuvent jouer un rôle pour assurer un avenir durable pour l'industrie? Parce que ça reste un pilier économique important, l'industrie des plastiques. Quel message vous pourriez envoyer à ces gens-là pour justement le pas dans ma cour ou c'est pas moi, je fais rien? Comment on peut régler ça selon vous? En fait, aujourd'hui, on a une attaque, on va dire, contre tout ce qui est croissance. C'est-à-dire que la citation que vous avez faite, c'était effectivement une citation effectivement du pasteur Niemöller qui avait fait effectivement un texte, on va dire similaire, mais relatif, on va dire, à l'occupation et surtout qui dénonçait en fait la lâcheté pendant l'occupation quand ils sont venus chercher telle catégorie de population. J'ai rien dit parce que je n'étais pas de cette religion. Quand ils sont venus chercher d'autres catégories, je n'étais pas non plus là-dedans. Donc, on est un petit peu aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit un peu dans d'autres secteurs hors plastique, c'est-à-dire le verre, l'aluminium, le carton, le ciment. On va dire tant qu'ils ne sont pas touchés, à la rigueur que le plastique soit, on va dire, un petit peu le bouc émissaire, ça arrange tout le monde. Sauf que aujourd'hui, et on le voit, ils ont commencé actuellement en France avec les emballages plastiques. Tout récemment, vous avez le ministre de l'écologie qui indique que pour les secteurs, y compris de l'automobile et du bâtiment, il faut commencer à réfléchir à la réduction des usages.
Donc là, on est complètement, voilà, on marchait déjà sur la tête, mais là, ça devient complètement fou. Vous avez aussi aujourd'hui l'industrie du carton qui commence, on va dire, à être quelque peu attaquée. Vous avez l'industrie du verre également qui commence à être attaquée, parce que certains disent, voilà, le verre, ça demande aussi de l'énergie fossile, c'est du gaz, c'est de la silice cristalline. Or, la silice cristalline, c'est cancérigène, donc pour faire le verre serait cancérigène. On commence à entendre des choses comme ça. Et donc, en fait, on a une attaque en fait pour tout ce qui peut représenter la croissance. Et le plastique, j'ai envie de dire, parmi tous les matériaux, c'est le matériau de la croissance. C'est-à-dire que vraiment la croissance économique des pays européens et des pays au niveau des États-Unis s'est faite vraiment par justement le développement des polymères plastiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que les prévisions au niveau mondial, on dit c'est à peu près 2 à 3 fois, ça va augmenter de 2 à 3 en termes de production d'ici les 20 ou 30 prochaines années, parce que vous allez avoir aussi tous les pays aussi en développement qui justement vont avoir un besoin extrêmement important de plastique, que ce soit pour le secteur de la santé, que ce soit pour le bâtiment, que ce soit aussi pour leurs propres véhicules, que ce soit pour emballer. Et beaucoup de gens n'ont pas accès à l'eau potable, etc., etc. Donc ça va effectivement exploser. Et donc là aujourd'hui, le conseil moi que je pourrais donner, on va dire aux politiques ou aux gouvernants et éventuellement à tous ceux qui réfléchissent à ce sujet-là, c'est éventuellement de voir effectivement ce qui a été fait au niveau de l'Europe et comment l'Europe a travaillé sur le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les textes européens qui sont en cours de préparation, je vous dis, on n'est pas dans quelque chose dans lequel on accuse ou on blâme, on va dire, un type de matériau. On est on va dire, dans une circularité. Ils essayent de développer le réemployable pour certaines choses, et le réemployable, le plastique d'ailleurs a toute sa place dans le réemployable dans beaucoup de domaines, mais ils ne disent pas non plus qu'il faudra interdire l'ensemble, on va dire, des emballages à usage unique ou qu'il faudra interdire les bouteilles en plastique. En revanche, ils mettent, on va dire, des seuils d'incorporation, des normes de recyclabilité assez importantes. Après, pour les pays, et là en l'occurrence pour les pays qui, eux, sont vraiment tout au début, on va dire, de l'économie circulaire, je souhaite et j'espère vraiment que le traité international contre la pollution plastique va mettre en place, on va dire, des fonds très très importants pour bloquer, on va dire, cette pollution qui finit dans les océans. Il faut quand même garder à l'esprit quand même qu'un pays comme les Philippines, c'est à peu près 36% de la pollution dans les océans à lui tout seul. Hein. Les Philippines, c'est 36%. Oui, c'est majeur. Hein. La France, c'est 0,02. L'Amérique, du Nord, on est à peu près à 4%. L'Europe, c'est 0,6. Mais rien que les Philippines, c'est 36. C'est plus que les Chinois, d'ailleurs. Donc, ce qui montre aussi qu'un pays qui n'est pas forcément un producteur de plastique peut polluer, alors que des pays qui sont producteurs de plastique et producteurs de déchets n'est pas synonyme par déchets qui finit dans la nature. Et d'ailleurs, dans mon livre, les études, notamment effectivement en question, sont citées, et c'est vrai qu'on se rend compte que ce ne sont pas les pays, en fin de compte, les plus développés aujourd'hui et les plus consommateurs de plastique, ça veut dire en gros les pays occidentaux, qui sont en fait les plus gros pollueurs. On génère plus de déchets effectivement que des pays africains ou des pays asiatiques, mais l'immense majorité des déchets qu'on génère, alors je ne vais pas dire qu'elle est recyclée, ça c'est sûr, pour l'instant c'est pas encore le cas en grande partie, mais au moins elle est captée. Et quand vous avez des pays dans lesquels il n'y a ni poubelle de tri, il n'y a rien, en fait, quand vous avez une poubelle, c'est l'espace public, hein, donc c'est la rue. À un moment donné, effectivement, on se retrouve avec des fleuves qui se remplissent, des océans qui se remplissent et les marées qui nous ramènent tout ça chez nous, quoi. Vous avez bien raison, puis je pense qu'il faut vraiment se repositionner puis revoir toute cette philosophie mondiale-là, la gestion des plastiques, puis je pense que vous avez mis le doigt dessus. Bien, M. Taillefer, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je vous remercie d'avoir participé, puis j'invite tous les gens à consulter votre livre. C'est vraiment, ça donne une autre perspective, puis ça ramène un peu les faits. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup, à bientôt. C'était M. Joseph Taillefer, secrétaire général de Place Alliance, une organisation professionnelle patronale des filières de la plasturgie et des composites en France et auteur du livre Plastic Bashing, l'Intox. N'oubliez pas de vous procurer un exemplaire du livre de M. Taillefer pour une lecture approfondie sur le sujet. L'édition 2024 de GEC World, qui s'est tenue à Paris du 5 au 7 mars, a une fois de plus confirmé sa position de leader mondial dans la promotion des composites et de leur application.
L'événement a rassemblé des professionnels de l'industrie venus du monde entier. C'était pour explorer les dernières innovations, tendances et technologies qui façonnent l'avenir des matériaux composites. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas pu y assister ou qui n'ont pas eu l'occasion de s'attarder à toute l'information présentée, qui était assez imposante d'ailleurs, voici donc les 5 faits les plus notables lors du GIEC. Premièrement, parlons de transition énergétique et de transport durable. L'édition 2024 de GIEC World a mis en lumière l'importance cruciale de la transition énergétique et même le rôle pivot des matériaux composites dans le développement de solutions de transport durable. Cette année, l'accent a été particulièrement mis sur l'hydrogène comme vecteur énergétique de l'avenir et sur les innovations en matière de composites qui rendent cette transition possible et efficace. D'ailleurs, en passant, le Québec peut compter sur une nouvelle filière hydrogène, notamment sous l'égide de l'organisation qui se nomme Hydrogène Québec, mais aussi par l'intermédiaire de la nouvelle zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique. Donc ainsi, l'hydrogène, qui est considéré comme le carburant de l'avenir pour sa combustion propre, qui ne libère que de l'eau et nécessite des solutions de stockage innovantes pour surmonter ses défis intrinsèques. On parle notamment de sa faible densité énergétique à l'état naturel et surtout les risques liés à sa haute inflammabilité. Ainsi, il y a des réservoirs en composite qui ont été présentés à GIEC World 2024 qui offrent une réponse technologique avancée à ces défis. Ces réservoirs sont fabriqués à partir de matériaux composites avancés et ils sont capables de stocker de l'hydrogène sous haute pression tout en garantissant une sécurité maximale et une réduction significative du poids par rapport aux solutions de stockage traditionnelles à métal. Ainsi, cette innovation, ça ouvre la voie à une utilisation plus large de l'hydrogène dans les véhicules à pile à combustible, puis ça marque en même temps un pas significatif vers des transports plus propres, mais aussi pour un nouveau marché pour l'industrie des composites. L'allègement des véhicules, c'est une autre pierre angulaire de la transition vers des transports durables, avec des implications directes sur l'efficacité énergétique et les émissions de CO2. D'ailleurs, les châssis en composite et même les planchers de remorques de camions lourds qui sont faits à partir de composite, ça leur amène un rapport résistance-surpoids qui est assez exceptionnel, qui permet de construire des véhicules significativement plus légers sans compromettre leur sécurité ou leur performance. Donc, on remarque que cette réduction de poids se traduit par une consommation d'énergie moindre pour les véhicules thermiques et une autonomie accrue pour les véhicules électriques, ce qui va contribuer, bien entendu, à l'efficacité globale du transport. Pour ce qui concerne les blocs batteries avec les composites, dans le domaine des véhicules électriques, l'optimisation des blocs batteries est essentielle pour améliorer l'autonomie et la durabilité. Là encore, les composites jouent un rôle crucial dans l'encapsulation, si on peut dire, des blocs batteries, en offrant une protection supérieure contre les impacts, contre tout autre élément, et ça contribue à la réduction du poids global du véhicule. Les innovations qui ont été présentées à GIEC World 2024 dans ce domaine montrent comment les matériaux composites peuvent être utilisés pour améliorer la gestion thermique des batteries, ce qui est un aspect vital pour la sécurité et l'efficacité des véhicules électriques. Donc, ces avancées dans l'utilisation des composites pour la transition énergétique et les transports durables, ça illustre parfaitement la capacité de l'industrie des matériaux composites à innover en réponse aux défis environnementaux. Et tout ça en développant des solutions qui sont non seulement qui vont répondre aux exigences de performance et de sécurité, mais qui vont également être alignées avec les objectifs de durabilité. Donc, ça permet à l'industrie des composites de se positionner à l'avant-garde de la transformation des transports pour le futur. Ensuite, la deuxième grande révélation de GIEC World 2024 a été l'accent mis sur l'utilisation des fibres naturelles et des matériaux biosourcés. Ça marque une étape significative vers une industrie des composites plus durable et respectueuse de l'environnement. Cette orientation qui a été prise, ça reflète une prise de conscience croissante des impacts environnementaux qui sont associés aux matériaux traditionnels et aussi une volonté d'explorer des alternatives renouvelables et moins polluantes. Au cœur de cette transition se trouvent les résines biosourcées qui ont été présentées comme des alternatives prometteuses aux résines synthétiques qui sont dérivées du pétrole. On parle de résines qui sont élaborées à partir de ressources renouvelables telles que des huiles végétales, des sucres et même des déchets agricoles. Ça offre une empreinte carbone réduite et une meilleure biodégradabilité. Leur développement et leur intégration dans les processus de fabrication des composites ouvrent la voie à des applications industrielles plus écologiques sans compromettre les performances mécaniques et la durabilité des produits finaux. Donc, les discussions et les études de cas qui ont été présentées à GIEC World 2024 ont mis en évidence de nombreuses avancées technologiques
qui permettent d'optimiser les propriétés de ces résines pour diverses applications, que ce soit de l'automobile à la construction ou aux autres usages technologiques. Et même au niveau des précurseurs de fibres de carbone, il y a des molécules naturelles aussi qui ont été identifiées pour être intégrées dans la chaîne de fabrication de ces fibres à haute performance. Donc, ça nous met des fibres qui sont biosourcées avec un potentiel de biodégradabilité intéressant et beaucoup plus respectueuses de l'environnement. D'ailleurs, parlant de fibres, parallèlement aux résines, il y a les fibres naturelles qui ont également été mises à l'honneur, ce qui souligne leur potentiel en tant que renfort dans les matériaux composites. Si on parle de fibres telles que le lin et le chanvre, par exemple, grâce à leur légèreté, leur résistance mécanique puis leur faible impact environnemental, ça représente une alternative viable aux fibres de verre ou aux fibres de carbone dans certaines applications, ce qui offre un potentiel très intéressant. Donc, leur utilisation contribue non seulement à réduire notre dépendance aux matériaux fossiles, mais aussi à valoriser les ressources locales et renouvelables. Ainsi, les participants à GEC World 2024 ont pu découvrir de nombreuses façons comment ces fibres sont intégrées dans des composites innovants, puis comment ça rouvre des nouvelles perspectives pour l'industrie en termes de performance et de durabilité. Je dirais que l'engouement pour les fibres naturelles et les matériaux biosourcés, ça témoigne d'un changement de paradigme graduel dans l'industrie des composites, avec une recherche accrue de solutions durables et responsables. On voit donc une tendance vers ce qu'on pourrait dire la verdification des composites, qui ne va pas se limiter à une niche écologique, mais qui s'inscrit dans une démarche globale afin de répondre aux exigences réglementaires et surtout aux attentes des consommateurs en matière d'écologie et de développement durable. On remarque que les échanges et les collaborations qui ont été initiées là aussi lors du GEC World 2024 et même celles qui ont été présentées, qui avaient déjà été initiées préalablement entre chercheurs et industriels et acteurs du marché, que ça souligne l'importance de cette transition du passage de la résine pétrosourcée, des fibres pétrosourcées aux matières biosourcées. Et ça vient démontrer encore plus fort l'importance du rôle clé que joue l'innovation et la coopération dans la réalisation d'une industrie des composites plus verte et plus durable pour l'avenir. Une autre des innovations fortement présentées à GEC World 2024 concerne le moulage sous vide en utilisant des membranes réutilisables en silicone. Cette technique promet de transformer les processus de fabrication dans l'industrie des composites en offrant une alternative durable et efficace aux méthodes traditionnelles. Le moulage sous vide, c'est une technique bien établie dans la fabrication de composites qui est réputée pour sa capacité à produire des pièces de haute qualité avec d'excellentes propriétés mécaniques. L'introduction de membranes en silicone réutilisables dans le processus marque toutefois une avancée significative, principalement en termes de durabilité et de réduction des déchets, parce que contrairement aux films consommables qui sont habituellement utilisés et qui génèrent des déchets après chaque cycle de production, bien les membranes en silicone peuvent être utilisées de nombreuses fois sans perte de performance, en réduisant ainsi l'impact environnemental et aussi, bien entendu, les coûts associés à la fabrication de composites. Donc, l'utilisation de membranes réutilisables en silicone dans le moulage sous vide, ça présente plusieurs avantages clés pour les fabricants de composites. Donc, on peut voir notamment que ça améliore l'efficacité du processus en réduisant le temps de préparation et les coûts de matériel. Deuxièmement, cette méthode, ça contribue à une production plus propre en minimisant les déchets générés. Et on pourrait dire que la durabilité des membranes en silicone, associée à leur flexibilité et résistance aux températures élevées, permet une application plus large, y compris dans la fabrication de pièces complexes ou de grande taille. On peut donc voir que l'adoption du moulage sous vide avec une membrane réutilisable en silicone, ça s'inscrit dans une tendance assez large de l'industrie des composites vers des pratiques de fabrication plus durables. Donc, en réduisant les quantités de déchets produits et en optimisant l'utilisation des ressources, cette innovation va contribuer à l'effort global de l'industrie pour minimiser son empreinte écologique. On a pu voir à GEC World de nombreuses présentations et démonstrations où on a pu être témoin de la manière dont les avancées technologiques avec le moulage sous vide avec silicone, là, comment ça peut jouer un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif en ouvrant la voie ainsi à une fabrication de composites plus respectueuse de l'environnement et économiquement viable. Donc, comme vous voyez, l'événement était fortement tourné vers le développement durable. Ainsi, l'édition 2004 a aussi mis en exergue l'importance croissante de l'impression 3D ou ce qu'on appelle fabrication additive pour notamment la fabrication de moules pour composites. Cette technologie, reconnue pour sa capacité à produire des pièces complexes avec une grande précision, ouvre de nouvelles voies pour l'innovation dans la conception et la production de moules, ce qui offre ainsi des avantages significatifs en termes de coût, de temps
et de flexibilité. L'utilisation de l'impression 3D pour créer des moules qui sont destinés à la production de composites présente plusieurs avantages. Premièrement, ça permet une liberté de conception quasi illimitée, ce qui permet aux ingénieurs et les concepteurs d'explorer des formes et des structures complexes qui seraient, voire difficiles ou impossibles à réaliser avec des méthodes de fabrication traditionnelles. Ensuite, la rapidité avec laquelle les moules peuvent être produits permet de réduire considérablement les délais de mise sur le marché pour de nouveaux produits ou pour livrer des commandes aux clients. Et ensuite, l'aspect personnalisable de la fabrication additive permet une adaptation rapide aux besoins spécifiques de chaque projet sans avoir les coûts prohibitifs associés à la modification des moules traditionnels. Donc, l'impact économique de l'adoption de l'impression 3D pour la fabrication de moules, c'est vraiment significatif. Ainsi, en éliminant les besoins de moules en bois ou autres matériaux, comme le métal aussi, qui peut être coûteux, vient réduire le gaspillage de matériaux et l'utilisation de ressources coûteuses. Et aussi, les entreprises peuvent réaliser des économies substantielles grâce aux matières auxquelles ils ont accès par le processus d'impression 3D. Si on ajoute à ça en plus la capacité à produire rapidement des prototypes de moules, ça accélère le cycle de développement des produits, ce qui permet aux entreprises de répondre plus efficacement aux demandes du marché et aux opportunités émergentes et bien entendu de livrer plus rapidement les demandes des clients. Les applications de l'impression 3D dans la fabrication de moules pour composites sont très vastes et ça touche divers secteurs, que ce soit de l'automobile à l'aéronautique. C'est important de voir que toutes les industries peuvent en bénéficier, autant les industries du sport aussi et de loisirs, même en passant par l'énergie et la construction. On voit que la flexibilité et l'efficacité de cette technologie-là laissent présager une augmentation de son utilisation, non seulement pour la fabrication de moules, mais aussi pour la production directe de pièces finales en composite. En outre, certains modèles d'imprimantes 3D qui ont été présentés peuvent être munis, en plus de la tête d'impression, de l'outillage d'usinage qui est requis pour retravailler le fini de surface sans autre étape subséquente ou autre manipulation, ce qui simplifie le travail. Donc, malgré ces nombreux avantages, toutefois, l'intégration de l'impression 3D dans la fabrication de moules pour composites présente bien entendu des défis, notamment en termes de coûts initiaux d'investissement et aussi de la nécessité de compétences spécialisées pour exploiter pleinement le potentiel de cette technologie. Mais de toute façon, ce qu'on a pu voir et constater lors des présentations, c'est qu'il y a un fort engagement de l'industrie à surmonter les obstacles et bien entendu aux fournisseurs de ces technologies à simplifier cette accessibilité, notamment en accentuant la formation disponible et le développement de partenaires stratégiques, mais aussi en développant des nouvelles technologies plus simples à programmer et à utiliser. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner que le Centre de développement des composites du Québec, qui est bien connu sous le nom de CDCQ, notamment, s'intéresse beaucoup à cette voie d'avenir et peut accompagner les entreprises dans l'adoption de cette technologie et faciliter l'usage de l'impression 3D dans la fabrication de prototypes, mais aussi de moules. Et il y a aussi le Carrefour québécois de la fabrication additive, qui est une mine d'or d'informations en lien avec l'impression 3D. Vous pouvez consulter leur portail à cqfa.québec. Donc, finalement, l'impression 3D, ça transforme actuellement la fabrication de moules pour composites en offrant une voie vers une production plus rapide, plus économique et plus innovante. Et je crois que les avancées présentées à Jacworld 2024 témoignent amplement de l'évolution rapide de cette technologie et son potentiel à redéfinir les processus de fabrication dans l'industrie des composites pour que les manufacturiers s'y intéressent et à tout le moins surveillent les avancées technologiques dans ce domaine-là qui vont quand même très rapidement. Maintenant, 5e fait saillant de l'édition 2024 de Jacworld, je vous dirais que l'événement a mis en lumière une tendance de plus en plus présente dans l'industrie des composites. Il s'agit de l'intégration de matériaux composites recyclés dans la production de nouveaux produits. Cette approche, qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire, vise à réduire l'impact, bien entendu, environnemental des composites, tout en conservant leurs propriétés techniques et mécaniques. On peut voir que l'utilisation de composites recyclés présente de nombreux avantages significatifs pour l'industrie, mais surtout pour l'environnement. Et d'une part, elle permet de réduire la quantité de déchets composites qui est destinée à l'enfouissement ou à l'incinération. Ça permet de contribuer à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et d'une autre part, ça offre aux fabricants une alternative moins coûteuse aux matières premières vierges,
tout en répondant, bien entendu, aux exigences croissantes des consommateurs et des législateurs pour la mise en marché de produits plus durables et respectueux de l'environnement. Dans ce cadre-là, le recyclage des composites pose toutefois, vous en doutez bien, des défis techniques qui sont non négligeables en raison, entre autres, de la nature hétérogène de ces matériaux et de la difficulté à séparer leurs composantes. Donc, dans le cadre des innovations qui ont été présentées à GECWorld 2024, on a mis en avant des procédés avancés de recyclage qui permettent d'être capable de récupérer les fibres et les résines pour les réintégrer dans de nouveaux cycles de production. Actuellement, la capacité de traiter des forts volumes n'est pas nécessairement encore présente, mais pour des volumes plus petits, il y a des avancées technologiques très présentes en ce sens. Et donc, ces technologies, ça ouvre la voie à une valorisation accrue des composites qui sont en fin de vie et la création de produits composites recyclés ayant des propriétés comparables à celles des matériaux vierges et, espérons-le, peut-être même supérieures. Si on regarde dans les applications de composites recyclés, elles sont diverses et touchent plusieurs secteurs. Ça va de l'automobile aux matériaux de construction, en passant par l'aéronautique, les équipements sportifs notamment. On a pu découvrir lors des présentations des exemples concrets de produits qui incorporent des composites recyclés qui permettent de démontrer le potentiel du marché et surtout les opportunités commerciales qu'offre cette approche verte, si on peut dire. Et les exemples présentés, ça illustre bien comment l'industrie des composites peut contribuer à une économie plus circulaire et durable sans compromettre la performance ou la qualité des produits. J'en profite encore pour vous rappeler qu'il y a une initiative conjointe entre le Centre de développement des composites du Québec, CDCQ, et le regroupement des industries de composites du Québec, le RIC, qui vise notamment à recycler les rebuts de production des manufacturiers composites du Québec, qui offre un fort potentiel là, de faire avancer la situation en développement durable pour l'industrie des composites au Québec. Donc, vous pouvez prendre l'information auprès d'eux. Je suis certain que vous allez trouver des opportunités très intéressantes pour prendre le virage vert. Donc, l'intégration des matériaux composites recyclés dans les nouveaux produits, ça représente bien entendu une étape importante vers la durabilité dans l'industrie des composites. Lors des présentations, il a été fortement souligné l'importance de poursuivre la recherche et le développement dans ce domaine et aussi la nécessité de renforcer la collaboration entre tous les acteurs, que ce soit les industriels, les institutions de recherche puis les autorités réglementaires, pour aider à surmonter les défis techniques et optimiser, bien entendu, les chaînes de valeur pour le recyclage des composites. De cette façon-là, l'industrie peut s'attendre à une adoption croissante des matériaux recyclés en ouvrant ainsi la voie à une production plus respectueuse de l'environnement et socialement responsable. Donc, l'intégration des matériaux composites recyclés, c'est bien entendu une tendance en plein essor et ça reflète l'engagement de l'industrie mondiale des composites envers la durabilité et l'innovation. Et les avancées présentées lors du GECWorld le témoignent et démontrent fortement l'évolution positive de cette industrie vers des pratiques plus vertes et plus circulaires. Donc, c'est important d'emboîter le pas au Québec et de poursuivre la lancée des différents intervenants pour collaborer et grandir ensemble dans cette protection de l'environnement. Donc, pour conclure, l'événement GECWorld 2024, ça a offert définitivement une fenêtre sur l'avenir des matériaux composites en mettant en évidence des innovations qui promettent de rendre notre monde plus durable, plus efficace et plus connecté. Et ces avancées, que ce soit des transports verts aux pratiques de fabrication éco-responsables, montrent la voie à suivre pour l'industrie avec un potentiel de transformation qui dépasse largement le cadre des composites. Chronique, vos questions, nos réponses. Dans les prochains épisodes de notre balado Sortir du moule, nous sommes ravis d'annoncer le lancement d'un tout nouveau segment qui est dédié à vous, nos auditeurs passionnés et curieux. Le segment s'intitule « Vos questions, nos réponses » et ce sera votre espace pour poser toutes vos questions, qu'elles concernent les innovations dans le secteur des composites ainsi que des plastiques, les défis de la durabilité dans l'industrie plastique ou encore les tendances futures en matière de fabrication et de design. Vous vous demandez comment les dernières avancées en matière de matériaux biosourcés peuvent impacter votre entreprise ou peut-être vous êtes curieux de connaître les meilleures pratiques pour intégrer l'économie circulaire dans vos processus de production. Quelle que soit votre question, nous sommes là pour y répondre. Nous invitons donc tous nos auditeurs à participer activement à ce nouveau segment. Envoyez-nous vos questions, vos doutes ou même vos idées de sujets que vous aimeriez voir abordés dans nos futurs épisodes. Pour ce faire, rien de plus simple, adressez-nous un courriel à l'adresse sortirdumoule@alliancepolymère.org. Votre participation enrichira nos discussions et permettra à notre communauté de plonger encore plus profondément dans les sujets qui vous passionnent.
Ainsi, à chaque nouvel épisode, nous tenterons de répondre au maximum de questions de nos auditeurs. Ne manquez pas cette opportunité unique de contribuer au contenu de votre balado préféré. Vos questions seront donc au cœur de nos prochains épisodes et ensemble, nous continuerons à explorer les innovations et les défis qui façonnent l'avenir de l'industrie des composites et des plastiques. Envoyez-nous vos questions dès aujourd'hui et restez à l'écoute pour des discussions enrichissantes et des réponses éclairées de nos experts. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode de Sortir du moule. Nous espérons que les discussions d'aujourd'hui vous ont non seulement informé, mais également inspiré et que vous repartez avec de nouvelles perspectives sur l'industrie des composites et des plastiques, ainsi que sur les innovations et les défis qui la façonnent. Nous espérons que les discussions d'aujourd'hui vous ont non seulement informé, mais également inspiré et que vous repartez avec de nouvelles perspectives sur l'industrie des plastiques et des composites, ainsi que sur les innovations et les défis qui la façonnent. Nous tenons à remercier chaleureusement notre invité pour son expertise et sa passion contagieuse. Et bien entendu, la contribution de chaque invité rend chaque épisode non seulement enrichissant, mais aussi permet d'avoir un balado qui est un véritable catalyseur de changement et d'innovation dans notre secteur. N'oubliez pas aussi, votre curiosité et vos questions alimentent la flamme de ce balado. Alors, envoyez-nous vos interrogations et vos suggestions à sortirdumoule@alliancepolymère.org. Votre participation est bien sûr la clé qui nous permet d'aborder les sujets les plus pertinents et captivants pour notre communauté. Restez connectés pour ne pas manquer nos prochains épisodes où nous continuerons à explorer les avancées qui redéfinissent notre industrie, à démystifier les technologies émergentes et à partager bien entendu les histoires de ceux qui façonnent l'avenir des matériaux composites et plastiques. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et à sortir du moule. N'oubliez pas de partager cet épisode, de cliquer j'aime et de vous abonner à notre balado. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Simon Chrétien et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine sur Sortir du moule. Pour joindre la communauté de l'industrie des plastiques et des composites du Québec, visitez dès maintenant le portail polymèrequebec.com.